Bienvenue sur Radio Mans Opposé, votre chaîne 100% gardien. Nous sommes au cœur de notre club par club, notre série de l'été sur les gardiens de Ligue 1, en vue de préparer sereinement la saison 2020-21. Pour cet épisode, nous partons du côté de la Grand Place et du stade Pierre-Mauroy afin d'évoquer les gardiens du LOSC. Pour m'accompagner, il ne mange habituellement que les poivrons jaunes et verts, mais va faire un effort sur le rouge pour cette émission. C'est notre Nantais, Thomas Bernard. Salut Nico, salut tout le monde, belle intro. Et pour évoquer les dogs, nous accueillons un spécialiste du club, Tristan Couvreur de LOSC Actualité. Salut tout le monde. Salut Tristan, est-ce que tu peux nous dire c'est quoi le concept de LOSC Actualité ? Alors LOSC Actualité, c'est une page Facebook qui est aussi sur Instagram et Twitter qui existe depuis une petite dizaine d'années maintenant et qui traite de l'actu du club pour les supporters et qui possède maintenant un site internet qui s'appelle Le Petit Lillois. Et donc voilà, on est le plus gros média de supporters dans la fanbase du LOSC. Super, donc voilà, c'est pour ça qu'on avait besoin d'une personne comme toi pour décrypter un petit peu tout ce qui se passe autour du LOSC et de ses gardiens. Avant de nous projeter dans la saison 2020-21, nous allons analyser ce qui s'est passé lors de la saison précédente qui s'est achevée avec la crise du Covid-19 et nous le faisons comme un vrai gardien de but avec un petit coup d'œil au poteau. Et le poteau qui sauve Sylvain. Et le petit coup d'œil au poteau, ça nous permet de savoir où on est placé. Et pour les Dogs, c'est aux portes de la Ligue des Champions à la 4e place. En complément, il y a eu une demi-finale de Coupe de la Ligue, perdue au tir au but face à Lyon. Et un accident en Coupe de France avec une défaite face à Épinal, pensionnaire de National 2. Enfin, il y a eu un parcours difficile, mais avec quelques regrets en phase de poule de Ligue des Champions. Tristan, première question, quel sentiment prédomine sur la saison passée du club ? Écoute, une saison très sérieuse. C'est jamais facile quand tu joues la Coupe d'Europe et puis surtout quand tu joues la Ligue des Champions. On est 4e avec la fin du championnat. Si on avait joué les 10 derniers matchs, beaucoup de Lillois pensent qu'on aurait même pu être sur le podium. On n'était qu'à 1 point et on était vraiment sur une super série. La seule petite déception, on va pas parler de la coupe, mais la seule petite déception, donc c'est un peu la Ligue des Champions. Tu l'as dit en introduction. On y retournait après des années. C'était une première pour le projet Lopez. Le plus frustrant, c'est qu'on a fait quasiment que des bons matchs, mais pas suffisant pour accrocher les gros clubs européens qu'on a rencontrés. Donc c'était une phase d'apprentissage et on espère qu'on sera prêt pour les prochaines saisons. Très bien, on est d'accord, on a la même analyse par rapport à la saison des Dogs en Ligue des Champions. Si nous revenons sur la saison des gardiens en Ligue 1, c'est Mike Maignan qui a joué les 28 matchs en terminant 5e meilleure défense de Ligue 1 et en étant co-recordman de clean sheet avec Reims avec 12 unités. Il y a eu également 71% d'arrêts, mais seulement une 11e place au classement l'équipe. Thomas, la saison de Maignan semble bonne collectivement, sérieuse, mais un peu plus quelconque individuellement. Comment l'analyses-tu ? Alors quelconque, je sais pas, mais en tout cas, il a connu un début de saison assez décevant, je dirais, parce que forcément, quand on a vu sa saison précédente, on avait des attentes assez élevées, et moi, j'étais assez déçu. Peut-être le mot est fort, mais surtout, c'est les premiers matchs de Ligue des Champions, surtout la phase aller, où vraiment, lui aussi, il a connu une période d'apprentissage, en fait. Je rappelle du premier match face à Ajax, où sur les 3 buts encaissés, il a 2, il est fautif. Donc pour un peu rappeler, pour ceux qui n'auraient pas vu le match exactement, tu as le premier but de Promesse, donc c'est un centre qui vient de la gauche, et donc Maignan est sur sa ligne de but, et il fait les 2 premiers pas, et là il se rétracte, et il sort pas en fin de compte, et Gabriel est surpris aussi, donc Promesse en profite pour mettre la tête, et quand tu es gardien, on apprend ça dès l'école de foot, même si la décision n'est peut-être pas bonne, une fois que tu as décidé d'y aller, tu y vas à fond, tu te rétractes pas. Le pire pour un gardien, c'est être dans l'entre-deux, ce qu'il a fait sur cette situation-là. Et ensuite, ça a été combiné avec un problème de communication avec Gabriel qui a été étonné, un peu surpris et passif en général donc sur cette action. Et il y a le deuxième but d'Alvarez où donc Alvarez est au niveau du coin des 6 mètres, donc à gauche de Maignan.
Et Maignan, en fait, donc la frappe est un peu angle fermé. Et Maignan, pour vous donner une petite idée, son pied d'appui, donc son pied gauche, pour aller vers son côté ouvert, il est à la ligne de sortie de but. Donc il est vachement décalé par rapport à son poteau. Donc ce qui permet qu'il ouvre l'angle en fait à Alvarez, qui a davantage de possibilités de marquer. Et peut-être qu'à 2-3 pas un peu sur sa droite aurait permis d'arrêter cette frappe. Donc là, il y a des problèmes de placement, etc. Mais moi, je trouve qu'après, il a progressé. Il a digéré, on va dire, la Ligue des Champions. Et sur la phase retour, il a été très bon, même, notamment à Mestalla, où je l'ai trouvé bon. Et puis sur le reste de la saison aussi. Et après, même à Londres, contre Chelsea. Oui, avant qu'il se blesse, oui, exactement. Et après, c'est l'apprentissage. Hein. La Ligue des Champions, c'est le très haut niveau. Et le très haut niveau, faut pas être seulement très bon, il faut être décisif. Donc, tu as peut-être 5 situations à faire dans un match. Donc, j'entends par situation, c'est sortie aérienne, sortie en profondeur et arrêt cumulé. Tu n'as peut-être que 5 choses à faire dans un match. Et il faut être très, très bon et décisif. Donc, tu vas être jugé sur juste une action. Et ça peut être, on va dire, coûteux pour ton équipe. Et bon, sur la phase aller, il a connu un peu cette mésaventure. Après, il a amélioré ça. Et sur deuxième partie de saison, j'ai retrouvé, on va dire, le Maignan qu'on avait connu lorsque Lille avait atteint la place en Ligue des Champions. Toi, Tristan, depuis les tribunes, comment vois-tu la progression de Mike Maignan, on va dire, par rapport aux saisons précédentes et dans la saison? C'est un gardien qui est vraiment monté en puissance depuis qu'il est titulaire à Lille. Hein. C'est ça, si je dis pas de bêtises, c'est sa 3e saison titulaire. Donc là, il entame la 4e titulaire dans les cages du LOSC. Depuis 2017-2018 et l'année Bielsa. C'est Bielsa qui l'a lancé, qui a décidé de mettre Enyama de côté et de lancer Maignan. Et c'est vraiment un gardien qui est monté en puissance d'année en année. Et aujourd'hui, j'ai envie de dire que c'est un des meilleurs gardiens français. Nous, on est vraiment satisfait de lui. Il a plein de qualités. Hein. Il a vachement progressé dans le jeu au pied. C'est un gardien qui est très intéressant sur le jeu court. Vous qui êtes des spécialistes de ce poste, vous l'avez peut-être remarqué, encore perfectible sur le jeu long. Oui. On voit de temps en temps quelques dégagements en touche, mais ça se corrigera avec le temps. C'est un gardien qui est très propre dans les airs. Je trouve qu'il boxe jamais à l'aveugle sur les corners, par exemple. Et puis, dernière caractéristique positive que j'ai envie de lui attribuer, c'est surtout le poids qu'il a pris dans cet effectif. C'est devenu vraiment un pilier du groupe. Il hausse le ton régulièrement. Il est devenu vraiment un joueur important. Ça lui a un petit peu joué des tours par moment au début parce que il a un fort caractère. Et sa première saison titulaire 2017-2018, qui a coïncidé avec une sale saison pour Lille, le maintien acquis dans les dernières journées, etc. C'était vraiment une saison galère, et galère un petit peu par moment pour lui aussi. Et je disais donc fort caractère parce que des fois on lui trouvait un petit peu de légèreté. Il allait des fois tenter des dribbles en dehors de sa surface, parfois dans sa surface. Il allait chercher des ballons au poteau de corner. On se demandait ce qu'il faisait. Et il a essuyé quelques critiques, quelques sifflets par moment. Mais il a bien rectifié le tir. Et donc voilà, comme je disais, aujourd'hui, on est vraiment satisfait de lui. C'est un super gardien et on espère qu'il va rester. Ouais, il a pris en maturité en fait. Là, ce que tu décris, c'est la maturité. Et puis c'est normal aussi. Tu apprends aussi à être titulaire numéro 1. C'est différent d'être numéro 2 pendant longtemps et d'être titulaire. Donc en plus, il était assez jeune, je pense, quand il a commencé titulaire. Il avait. Ouais. Il est arrivé 2015-2016. Il est arrivé, titulaire dans ces eaux-là. Mais quand il est arrivé, en fait, il a fait 2 saisons où il était la doublure d'Enyama. Ouais, c'est ça. Et bon, lui qui a pas joué au PSG, en tout cas avec les pros, etc., qui était que le gardien de la réserve. Il a vraiment eu cette patience d'apprendre aux côtés d'un gardien comme Enyama, qui était quasiment à son prime à ce moment-là, qui était vraiment peut-être le meilleur gardien de Ligue 1. Et il a vraiment su apprendre de lui. Et je pense que ça lui a servi aujourd'hui pour acquérir de la maturité. Oui, parce qu'il a 25 ans aujourd'hui. Donc il y a 4 ans, pour les plus matheux d'entre vous, il avait 20-21 ans. Je suis pas matheux, désolé. Donc non, mais c'est vrai qu'il est arrivé jeune et puis on sait qu'un gardien ça peut maturer ça peut mettre un peu plus de temps à maturer qu'un joueur au niveau de la diversité des situations. Pour compléter ce que vous dites, donc on est d'accord qu'il était assez téméraire au début au niveau du jeu au pied, et aussi moi je le trouve peut-être même des fois plus décisif dans les gros matchs de Ligue 1. Je me souviens, il y a des arrêts face à Mbappé cette année
où il sort vraiment rapidement. Et quand je dis également rapide, je pense que c'est le gardien qui va le plus vite au sol en Ligue 1. Oui. Moi, c'est ce qui m'impressionne. J'ai l'impression que ses appuis, ils sont d'une part très vifs, qu'il va très vite au sol. Et en plus, bonnes cannes. Ouais, c'est ça. Il a des bonnes cannes tant pour aller le plus vite au sol que pour aller chercher très loin. Autant je trouvais qu'Anthony Lopez allait vite, mais je pense que même Mike Maignan va encore plus vite au sol. Ouais, et puis en plus, par rapport à Lopez, tu vois, c'est pas exagéré des fois. C'est toujours juste. Je sais pas, des fois, s'il faut capter le ballon, il va capter le ballon, si tu vois ce que je veux dire. C'est pas un mec qui va plonger juste pour les photographes. Hein, si je résume. Hein. Vous me direz ce que vous en pensez, mais si je devais lui trouver un axe de progression, ce serait sa capacité à faire des arrêts de classe internationale. On en parlera après quand on évoquera son futur, mais s'il veut jouer dans un gros club européen, il faudra vraiment qu'il passe ce cap de faire des parades, comme tu disais, décisives. En Ligue des Champions, en Ligue des Champions, il n'a pas su les faire, mais on va pas l'accabler parce que c'est un petit peu toute l'équipe qui est vraiment tombée de haut, qui a découvert le niveau Ligue des Champions, qui était bonne au niveau national, mais au niveau Ligue des Champions, c'est encore 3 crans au-dessus, voire plus. Et Maignan, je pense, l'a compris. Et s'il veut aller au niveau supérieur dans des grands championnats, il faudra qu'il passe ce cap-là. C'est pour ça qu'en équipe de France, c'est numéro 3 aussi. Ça permet de progresser aussi, de découvrir le haut niveau. Hein. Quand tu es en équipe de France, même si tu joues pas ou tu es périodiquement, que tu côtoies Loris et Mandanda à l'entraînement, tu apprends forcément. En effet, donc on va en effet y revenir dans la partie débat. Merci pour cette petite rétrospective de la saison passée. Maintenant, il est temps de se plonger dans la saison à venir. Oh oui, Greg, il la sort! Oh oui, m'a opposé Richard. Et pour plonger sereinement dans cette saison, nous faisons d'abord une revue d'effectifs des Dogs. Un effectif de gardiens inchangé par rapport à la saison dernière, avec Maignan comme numéro 1, Léo Jardim en numéro 2 et Lucas Chevalier en numéro 3. En revanche, depuis janvier, nous avons un nouvel entraîneur des gardiens en la personne de Carlos Pires, car Nuno Santos est parti rejoindre José Mourinho à Tottenham. Et nous avons toujours le même coach avec Christophe Galtier. Mais commençons le premier débat de cette section avec la question qui anime le club en ce moment, et peut-être à la sortie de cette vidéo, il y aura eu des nouvelles infos vu que ça évolue de jour en jour. La question principale, c'est est-ce que Maignan va rester au LOSC cette saison? Tristan, quelles sont tes dernières infos? Les infos du moment sur la situation de Maignan, c'est que c'est justement très opaque. On a très peu de fuites sur les clubs avec lesquels il y aurait des discussions. Tout ce qu'on sait, c'est qu'aujourd'hui, c'est du 50-50. Il peut tout à fait rester, comme il peut tout à fait partir. On ne sait pas où, mais on suppose que ce sera dans des clubs, je pense, de niveau Ligue des Champions, parce qu'il a un potentiel qui a vraiment tapé dans l'œil de beaucoup de clubs. Peut-être que justement en avril, il y a, peut-être que c'est sur quoi tu allais enchaîner, mais en avril, il y avait eu un papier sur le fait que Tottenham s'y intéressait. Effectivement, lui qui a une relation très forte avec l'ancien entraîneur des gardiens, Nuno Santos, le Portugais, qui est donc parti à Tottenham rejoindre Mourinho. J'imagine qu'ils y ont forcément pensé. Enfin, il y a une relation très forte entre les deux hommes. Hugo Lloris, on ne sait pas combien de temps encore il restera à Tottenham. Ça pourrait tout à fait coller. Donc oui, moi, c'est quelque chose qui ne me surprend pas du tout. Oui, d'autant plus que Tottenham est très francophone avec Sissoko, Ndombele et moi, je le verrais bien en Angleterre de toute façon, mais non. Oui. Moi, tu vois, pour te dire, je pense qu'en Espagne, il pourrait s'éclater aussi. Parce que bon, après, je vais en revenir tout à l'heure sur le profil technique. Tu as dit tout à l'heure que sur les ballons aériens, il était doué. Oui, c'est vrai qu'il est doué. Mais le problème, c'est ses prises de décision. Donc ça, je vais peut-être développer davantage tout à l'heure. Mais moi, l'Espagne, j'aimerais bien le voir parce que son jeu au pied, je trouve qu'il est intéressant. Et tu parlais du jeu long qu'il a progressé. En Espagne, il va le progresser largement. Et quand je dis qu'en Espagne, tu n'as pas beaucoup de situations aériennes, en fait. Par rapport à l'Angleterre, déjà, en France, tu es beaucoup plus protégé. Donc, tu as le cap à faire en Angleterre. Mais en Espagne, je pense que des clubs comme Séville, Valence, comme première porte d'entrée, tu vois, au haut niveau, ça peut être intéressant pour lui. Après, je ne sais pas s'il est suivi, j'ai aucune info. C'est juste un avis personnel.
Donc c'est vrai que l'Angleterre, faut pas y aller trop vite, je pense, parce que parce que le problème, si tu dis Tottenham, Loris, je vois pas partir maintenant, parce que Manchester s'est bloqué. Donc c'est vraiment là le jeu des chaises musicales. Et je sais qu'en Espagne, par exemple à Séville, Vaclik, même s'il a fait une bonne saison, c'est pas, il a pas assurance tout risque assez vite. Donc comme Monchi, en plus je sais qu'il suit beaucoup le championnat français, je me dis que peut-être que Séville va s'intéresser à un joueur à Maignan, mais j'ai aucune info là-dessus. Hein. C'est juste une hypothèse. En tout cas, ouais, vas-y. Non, c'est le directeur sportif Campos, c'est ça? C'est ça, c'est Campos qui travaille très bien ses dossiers. On le sait avec les petites braderies qu'il organise à Monaco et maintenant à Lille. Et donc, il travaille très bien. Et quand tu travailles très bien, ce genre de dossier reste assez discret. En tout cas, moi, je pourrais tout à fait le voir rester également. Hein. C'est, comme je vous disais, c'est à peu près du 50-50 pour le moment. Là, le LOSC, 4e de Ligue 1, c'était une bonne saison. L'an prochain, il y a la Ligue Europa. Il y a aussi un Euro qui va arriver. Donc, lui qui est 3e gardien pour le moment, je pense que si l'Euro avait été cet été, il aurait été du voyage. S'il veut conserver un petit peu cette place de 3e gardien des Bleus, il faut peut-être pas se lancer dans l'inconnu tout de suite. Il faut rester dans un club où il joue, il a de la confiance. Là, cette année, il a joué 100% des matchs de Ligue 1. L'an prochain, ça risque d'être pareil, avec de la Coupe d'Europe en plus. Je pense que ce serait un choix aussi tout à fait légitime et judicieux de rester à Lille encore un an, quoi. Oui, t'as raison. Alors, néanmoins, alors vu qu'on a évoqué le possible départ, imaginons qu'il y a un départ de Maignan. Est-ce que le LOSC est armé avec Léo Jardim et Lucas Chevalier en tant que gardien numéro 2 et numéro 3? Bah justement, Maignan joue tellement de matchs que ces deux gardiens-là, on les a très peu vus. Voilà, tu montrais un petit peu les profils de ses remplaçants. Jardim, on l'a un petit peu vu quand même cette année parce qu'il a dû faire les matchs de coupe de mémoire. C'est lui qui joue en Coupe de la Ligue. Coupe de la Ligue, en Coupe de la Ligue contre Monaco, c'est lui qui joue. Il fait un super match, il arrête un penalty, etc. Au mois de décembre. Un match que Lille a dû gagner 3-0, je crois, là-bas. Et donc lui, sur ce qu'on a vu, les quelques matchs, c'est plutôt positif, mais c'est pas suffisant pour juger. En tout cas, il sera numéro 2 l'an prochain, donc c'est pareil. Peut-être qu'il aura un peu de temps de jeu, mais ce sera toujours difficile de savoir vraiment ce qu'il vaut. En revanche, Lucas Chevalier, qui est gardien de la réserve, qui a 18 ans, qui est formé au club, moi je l'ai un petit peu vu jouer avec les jeunes. C'est vraiment un bon gardien en devenir et je pense que le club place beaucoup d'espoir en lui. Donc vous le connaissez pas forcément, mais c'est un gardien qui, je pense, dans les prochaines années, d'ici peut-être 5 ans, un truc comme ça, pourrait être le gardien titulaire du LOSC. C'est vraiment quelqu'un qui a vocation à s'inscrire dans ce projet, qui est, je crois, international chez les jeunes. Donc voilà, alors c'est sûrement de bons gardiens, mais est-ce que si Maignan part, c'est suffisant? Jardim a les épaules pour prendre la place de Maignan cette saison? Pour l'interrogation. Ouais. Alors la bonne nouvelle quand même, c'est que Jardim et Chevalier ont signé jusqu'en 2024. Ouais, ils sont là pour longtemps. Après, donc, il y a aussi 2 gardiens qui sont en prêt actuellement. Donc ça, c'est vraiment les méthodes Campos, d'empiler les joueurs et puis après, soit on les garde, soit on les prête, etc. Là, on va avoir un club satellite, ça va être officialisé cet après-midi, le club de Moucron en Belgique. Donc voilà, c'est un petit peu la méthode Campos d'avoir des joueurs et puis de les mettre à droite à gauche. On a 2 gardiens qui sont prêtés actuellement. Donc Hervé Kofi, qui est un gardien burkinabé, qui est prêté au Portugal et bon, lui, tout se passe bien, il s'éclate là-bas, mais il va même sûrement rester là-bas. On risque de le vendre là-bas. Et puis, il y a un gardien qui s'appelle Adam Jakubek, qui est, je crois, slovaque, je sais plus, slovaque, qui est prêté à Courtrai, en Belgique. Donc, pareil, lui, il fait tous les matchs, il s'éclate. Donc, pour le moment, on a plein de jeunes gardiens, mais je suis pas sûr du tout que ça fasse l'affaire si Maignan part tout de suite là. Mm-hmm. Moi, c'est Kofi. Il a fait quelques matchs avec Bielsa, il me semble, ou après. Moi, j'avais bien aimé, et j'avais vu surtout à la CAN avec le Burkina Faso. Et il y en a que j'avais bien aimé. Donc après, si tu te dis qu'il est peut-être resté au Portugal. Très spectaculaire, très aérien, qui fait des parades pour la photo à chaque fois. Ouais, j'aime bien un gardien comme ça, moi. Mais ouais, après, il y a un peu de similitude avec Maignan. Peut-être que Jopi est un peu moins fort quand même. Mais ouais, Kofi, c'est intéressant. Après, s'il doit rester au Portugal, et comme tu dis, Campos, il fait son business.
Après, Maignan, au départ, il était dans cette situation-là aussi. Hein. C'était un gardien qui avait que des saisons de N2 dans les jambes. Il a appris au contact d'un bon gardien de Ligue 1, Enyama, et au final, c'est le Maignan qu'on connaît. Donc, il faut aussi commencer par là un jour. Oui, tu as raison. C'est une sorte de pépinière. Et justement, on évoquait le fait que Maignan a progressé, qu'il reste ou qu'il parte. On va se poser la question ensemble s'il peut devenir un grand gardien européen. Et on va revenir notamment sur son profil technique. Thomas, d'abord, c'est quoi un grand gardien européen et quel est le gap entre les qualités de Maignan et un grand gardien européen ? Alors, un grand gardien européen, pour tout vous dire, c'est qu'il y en a un qui a, comme je le disais tout à l'heure, peut-être 5 interventions à faire dans le match, voire une, et il est très bon, très juste tout le temps. Donc, ça passe par de la concentration tout le match, parce que le niveau européen, c'est de l'intensité, beaucoup plus qu'en Ligue 1. Donc, ça demande un effort sur la concentration. Et pour revenir un peu sur les qualités de Maignan, déjà, lui, il a une des qualités requises pour être un grand gardien, ses qualités sur sa ligne. Comme tu disais tout à l'heure, c'est un gardien très explosif, toute proportion gardée. Hein. Je le dis avec des gros guillemets. Je trouve qu'il ressemble un peu à Bernard Lama sur cet aspect-là. Bon, après, c'est vraiment des gros guillemets. Hein. Je dis pas que c'est le même niveau hein, pour l'instant. Je le souhaite pour Maignan. Ils viennent de Guyane tous les deux, a priori. Ancien gardien du LOSC et du PSG en plus. Voilà. Ouais. L'affiliation, c'est fait. Exactement. Et donc tu disais tout à l'heure qu'il s'interposait sur les airs quand il lit bien trajectoire. Parce qu'il y a des situations où il prend pas trop les bonnes décisions et il y a des problèmes de communication. Je sais pas si tu dois t'en souvenir certainement, Tristan, mais le match au Vélodrome contre Marseille, il intervient bien, mais là il y a aucune communication. Quand tu analyses la vidéo, tu n'entends pas parler, tu vois même pas sa bouche bouger. Et il se télescope une nouvelle fois avec Gabriel. Alors je sais pas, peut-être qu'il a des soucis avec Gabriel, je sais pas, mais il est sur ces situations-là. Il y a un axe de progression à faire dans ses prises de décision et aussi il doit perfectionner sa capacité à rester dans le rythme de l'action. C'est quoi le rythme de l'action ? C'est être sur ses appuis, avoir la bonne posture et être concentré et prêt à agir immédiatement en fonction de l'agissement de l'attaquant ou de l'adversaire. Et en fait, c'est cet aspect-là qu'il doit améliorer. Ça lui cause certainement des difficultés dans l'arrêt contrat au niveau du timing. Donc quand je dis du timing, c'est aller au-devant de l'attaquant pour fermer l'angle, pour s'interposer. En plus, lui, il a une chance que beaucoup de gardiens français n'ont pas, c'est qu'il maîtrise assez bien la sortie en croix ou en T, ce qu'on appelle, tel un hockeyeur, on va dire, hein, pour ceux qui connaissent pas trop. Mais là, donc cet aspect-là de prise de décision, de timing et tout, c'est une question de référent cognitif aussi, c'est observer, c'est apprendre à se situer dans l'espace, comment agir au bon moment, etc. Donc ça, c'est un aspect à améliorer. Et il y a le jeu long à améliorer aussi, parce que le jeu au pied court, je trouve que c'est intéressant. Le jeu au pied long à voir, parce que là, de plus en plus, avec les nouveaux gardiens comme Ederson, Alisson, qui utilisent beaucoup de jeu long comme arme de première relance. Donc, à l'avenir, les grands clubs européens vont s'inspirer d'eux et développer des tactiques un peu plus élaborées sur le jeu long. Donc, Maignan, s'il va atterrir dans un club de top niveau européen, et le jeu long, c'est indéniable, il faut l'améliorer, concentration, etc. Mais je pense que le fait d'être à l'étranger aussi, ça permet de progresser sur cet aspect-là. L'avantage, et pour te rejoindre sur son jeu au pied, c'est qu'il a quand même déjà les intentions. Oui. On l'avait vu, il est courageux, voire presque téméraire sur son jeu au pied avec des petits crochets, des feintes de frappe de relance, mais surtout des relances, on va dire, claquées de 20-25 mètres au sol, qu'il n'hésite pas à réaliser pied gauche, pied droit. Ça, il l'a déjà, il n'y a pas besoin de le bosser. Donc c'est quand même déjà une bonne base. Et c'est vrai, et ça, j'en avais pas conscience, Tristan l'a remarqué, c'est sa place dans le vestiaire, c'est être capable de s'affirmer au niveau de la personnalité. Je dirais que par rapport à ce qu'on a vu cette saison, il a été capable de faire des bons arrêts par moment. Il est capable de garder sa cage inviolée en Ligue 1 avec 12 clean sheets, ce qui est la marque quand même des grands gardiens, d'être bon sur tout un match. Mais au niveau Ligue des Champions, on a vu un plafond de verre, un peu comme les joueurs du LOSC, où moi ça m'a marqué quand j'ai re-regardé les matchs, c'est le nombre de frappes, le but ouvert qu'ils ont envoyé en tribune.
Yazice, Bamba ou Osimhen. Il connaît, à chaque match, il y en a une, et c'est la balle qui fait que tu aurais fait le match nul, qui fait que tu aurais pris l'avantage de 0, notamment à Valence, etc. Et le pire, c'est qu'en face, eux, ils ont ces occasions-là, mais eux, ils les mettent au fond. Ils en ont moins que nous, et ils les mettent. Et Mike Maignan, c'est ça. C'est que tu as fait tes arrêts, tes bons arrêts, mais à un moment, tu as la frappe forte dans ton angle, finalement, que tu la prends parce que, je sais pas, tu as peut-être une moins grosse détermination que, par exemple, un Onana. C'était assez fou le premier match. En fait, la différence, c'est que Onana, il a eu les 3 arrêts, il les a fait. Mike Maignan, il a fait des arrêts, je m'en souviens, en début de match, mais il n'a pas fait les arrêts sur les buts. Donc, il manque ça. Et peut-être, alors ça sera une question à se poser, c'est sa taille. Il fait 1m87. Donc, il peut compenser avec ses ressorts. Mais on voit que tous les gardiens, on le voit avec Lucas Chevalier à 1m92, on voit tous les gardiens un peu considérés comme cracks. Ils commencent à dépasser le 1m90. Peut-être qu'à un moment, ça pourrait se poser comme question au niveau de la taille. Après, Ederson ou même Lloris, il ne faut pas 90, il me semble. Après, ça dépend de ta capacité à... Oui, mais ils sont grands gardiens de la fin des années 2010. Oui, tu veux dire que pour le futur, tu sais ce que tu veux dire ? Oui. Ouais. Mais après, c'est avoir l'évolution aussi. Après, il faut voir, parce que même les jeunes gardiens qui arrivent, t'as Livakovic de Zagreb ou même Donnarumma, même si on le connaît un peu plus, ils font tous plus d'1m90. Donc c'est vrai que là, peut-être que les clubs vont chercher des gardiens d'à moins 1m90. Je suis pas le plus grand fan des grands gardiens, mais non plus, on le voit là, ils recherchent tous des trucs. Bon, ils veulent le mouton à 5 pattes, quoi. C'est un mec qui va vite, un mec qui est grand, mais donc entre un mec qui est grand et qui va vite et un mec qui va vite et qui est un peu grand, généralement tu choisis le grand qui va vite, quoi. Ouais. Mais on est d'accord que Gassa et ce savoir-être d'être un leader, de pas avoir peur de l'enjeu. Qui pourra peut-être le faire devenir un grand gardien européen. Avant d'être un grand gardien européen, si on le place dans la hiérarchie des gardiens français, vous le placerez où ? Tristan, par exemple ? Des gardiens français en activité actuellement ? Ouais. Moi, je dirais qu'il est à sa place, c'est le numéro 3. Lloris et Mandanda sont devant lui. Je vois pas qui d'autre est devant lui. Je sais pas si vous avez des idées. Non, moi, déjà qu'on avait fait une émission là-dessus sur qui pour accompagner Lloris et Mandanda. Pour l'Euro 2020. Ouais, heureusement qu'on avait préparé. J'avais dit Maignan, parce que pour moi, Areola, c'est pas, il joue c'est pas moins fort, je pense. Et c'est moins fort aussi, je trouve, moi aussi. Après, Maignan, le compte, non. Après, en plus, Maignan est jeune. Donc, ce qui est bien, c'est que, en tant que numéro 3, tu peux progresser et peut-être pour le futur, c'est à moyen terme, ça peut être gagner l'équipe de France. Après, il faut voir. Parce que tout le problème aussi, moi, je vais même aller plus loin. Je pense que c'est le gardien français qui a la plus grosse valeur marchande actuellement. Ah oui, parce que c'est plus jeune et tout. Parce que voilà, marge de progression, âge, les quelques saisons qu'il a joué la Coupe d'Europe. Je pense que c'est celui qui a la plus grosse valeur marchande actuellement. Est-ce que ça serait pas la saison de passage de témoin entre Mandanda et lui en termes de numéro 2 même? C'est possible. Après, ça dépend de Mandanda combien de temps il peut rester numéro 2 si Deschamps est là encore. Je veux bien. Oui, mais disons que dans l'esprit des gens, alors au-delà du terrain, peut-être que par respect pour Mandanda, notamment à l'Euro, et peut-être qu'il ira aussi à la Coupe du Monde 2022 s'il continue, mais ça serait peut-être une question à se poser. Voilà. Ça fait partie des caps qu'il doit passer dans les saisons à venir entre ça et s'imposer dans un grand club européen. Ça fait partie des objectifs qu'il doit avoir. Donc 25 ans, c'est l'âge ou jamais, quoi. Oui, puis de toute façon, pour être un jour numéro 1 équipe de France, faut pas rester à Lille, malheureusement. Faut aller dans un grand club européen, parce que le PSG sera bouché, je pense. Le PSG ne pensera peut-être pas à Navas, à Maignan. Donc à l'étranger, ce serait quand même le comble que le PSG a aligné un chèque pour faire venir un gardien qu'ils ont formé. Tu sais. Ça s'est vu, sûrement, mais. Ouais. Et oui, non mais c'est la politique des jeunes au PSG, c'est encore un autre problème. Donc très bien pour Maignan. Donc on a bien conclu. En tout cas, vous pouvez vous faire votre opinion. Avant de passer à la main ferme, on va se poser la question: quelle défense pour le LOSC?
On évoquait la petite braderie en cours. Je crois que Tristan, tu as une info qu'on entend un petit peu partout. Le départ de Gabriel. Ouais, c'est ça. La charnière qu'il avait cette saison devant lui, c'était José Fonte, le capitaine, qui a reprolongé, donc qui sera là l'an prochain, et Gabriel, le Brésilien. Gabriel, qui est donc en instance de départ. A priori, ce serait à Naples avec Osimhen. Il y a un package, les 2 joueurs qui partiraient à Naples. En tout cas, on ne sait pas exactement où c'est, mais Gabriel risque de partir cet été. Et on ne sait pas d'où vient l'argent non plus. Hein. Non, ça voilà. Mais en tout cas, Gabriel, ça sent la fin. Donc maintenant, qui sera son remplaçant? Si une info que je peux vous donner, le défenseur central qui est pressenti pour remplacer Gabriel, c'est un jeune Hollandais de l'Ajax qui s'appelle Sven Botman. Qui a 20 ans, qui est un jeune de l'académie de l'Ajax, qui a été prêté au club de Heerenveen, je crois, un truc comme ça, en Eredivisie. Donc voilà, c'est encore un profil à la Campos qu'on connaît pas très bien, qui est très jeune. Donc ce sera une paire avec Fonte qui sera un peu complètement inédite. Et latéraux donc voilà. Et latéraux, ça devrait pas bouger. Donc ce sera Selic à droite. Et à gauche, j'en perds mon latin. On avait écrit à gauche cette année. Bradaric, voilà. Donc ça ne devrait pas bouger. Bon, c'est déjà pas mal. Et puis aussi, je souhaiterais aussi souligner, parce que c'est aussi une défense, mais aussi un milieu. Je pense que Benjamin André a une bonne part dans le. Et puis ici, je te coupe juste un truc qu'on n'a pas encore dit. Ce qui est important dans le jeu de Maignan ces derniers temps, ces dernières saisons, c'est qu'en fait, il a vraiment développé une grosse vision du jeu. Et une grosse relation avec ses attaquants, parce que le jeu de Lille est vraiment un jeu en transition, un jeu de transition où en fait on a observé quasiment à chaque match Maignan récupérer la balle et très vite se projeter et relance rapide sur les attaquants qui sont super rapides comme Osimhen, comme Ikoné, comme Pepe avant, etc. Ça, c'est vraiment une qualité qu'il a développée, donc c'est sûrement un des points forts de Maignan à l'heure actuelle. Ok, c'est super intéressant et ça va dans ce que disait Thomas sur mettre les ballons. Maintenant, c'est plus mettre les ballons sur l'attaquant, dégager sur l'attaquant, c'est dégager dans le sens de la course des attaquants. C'est ça le critère qu'on voit chez Ederson. Parce que Lille a beaucoup marqué comme ça ces dernières saisons, surtout quand il y avait Pepe. Mais on a souvent oublié de rappeler que ça partait des bons ballons de Maignan au départ. Ça, c'est important. Okay. Ouais, tu fais bien de le rappeler. Donc je pense qu'on a été complet sur les gardiens de Lille, du LOSC. Et maintenant, on va, pour conclure cet épisode, notre tradition, celle de la main ferme. Le principe est simple, une tirade de 30 secondes, sans débat, pour nous résumer de manière ferme comment vous voyez la saison à venir du LOSC et celle de ses gardiens. On commence par toi, Tristan. Alors moi, le LOSC, je le vois faire une bonne saison en Ligue 1. Je vois un podium, voire une deuxième place. Il faut avoir de l'ambition. Je pense que le projet nous montre quand même des signaux positifs. En Coupe d'Europe, pourquoi pas un beau parcours. L'Europa League, c'est plus une compétition qui est à notre niveau. Et je pense qu'on va même avoir un effectif de qualité encore supérieur l'an prochain. Et puis, pour ce qui est de la saison des gardiens, si Maignan est des nôtres l'an prochain, je pense qu'il va encore passer un cap. Et je pense qu'il sera à l'Euro 2021 à la fin de la saison. Très bien. À ton tour, Thomas. Alors moi, je suis peut-être moins ambitieux pour Lille au niveau du classement. Je les mettrai 4e, mais comme disait Tristan, je mets un bon parcours en Europa League. Peut-être une belle aventure où Maignan se distinguerait et assurer par la même occasion sa passe à l'équipe de France pour l'Euro. Et pour les Lillois, préparez-vous, c'est la dernière saison de Maignan à Lille pour moi. Ouais, c'est sûr. D'accord. Très bien. Merci Thomas et Tristan pour cette émission. C'était l'épisode du Club par Club de Ligue 1 de Radio Mans Opposé consacré aux Lillois. N'hésitez pas à réagir si vous avez un autre point de vue que nous sur la saison à venir et à aimer l'épisode s'il vous a plu. Pensez également à écouter les épisodes précédents et à suivre la sortie des suivants dans les prochains jours en vous abonnant à la chaîne. Merci de nous avoir suivis et en attendant, nous vous souhaitons d'aller la chercher main opposée.